Bonjour, bienvenue à la radio de la Société marocaine de dermatologie. Donc, au cours de ce 38e congrès, notre invité d'aujourd'hui est notre cher professeur, experte en matière des troubles pigmentaires, chef de service de dermatologie à la au CHU de Rabat et professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine de Rabat. Donc, c'est notre cher professeur Benskri Leila. Cher professeur, bienvenue avec nous donc, dans ce podcast. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Donc, j'aimerais d'abord vous demander pourquoi vous avez choisi ce créneau de troubles pigmentaires. Alors, au fait, je pense que c'est venu d'une conférence à laquelle j'ai assisté. Et pour nous, les dermatos, ça fait plusieurs années, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Donc, on disait qu'il n'y avait pas de traitement pour le vitiligo. Et quand je me suis rendu compte qu'on pouvait rendre service aux patients et qu'on pouvait le repigmenter, donc j'ai commencé à m'intéresser à ce problème de traitement du vitiligo et alhamdoulilah, on a pu avancer, on a pu faire beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite définition de vitiligo avec les facteurs favorisants qui peuvent induire donc l'apparition de cette pathologie? Alors, le vitiligo est une maladie caractérisée par la perte des mélanocytes, que ça soit au niveau du réservoir épidermique ou au niveau du réservoir folliculaire. Alors, le problème, c'est que dans le vitiligo, il y a un problème d'adhésivité, c'est-à-dire que les eucadérines sont souvent touchées et donc il va y avoir une perte par frottement, une perte des mélanocytes par frottement, une perte des mélanocytes par stress et aussi le vitiligo est souvent associé à d'autres maladies auto-immunes qu'il faut rechercher. Donc, ce sont les trois principaux facteurs à rechercher devant un vitiligo. D'accord. Est-ce qu'il peut être héréditaire? Oui, il est héréditaire dans 20 à 30% des cas. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est sûr. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des types différents de vitiligo? Est-ce que ça diffère en fonction de l'âge ou c'est la même chose? Un vitiligo chez l'enfant, ça ressemble au vitiligo chez l'adolescent et chez l'adulte. Alors, au fait, pour simplifier, il y a trois types de vitiligo. Il y a le vitiligo non segmentaire, qui est en général bilatéral. Le vitiligo segmentaire qui est strictement unilatéral, localisé, et le vitiligo mixte qui inclut les deux, vitiligo segmentaire et non segmentaire. Le vitiligo segmentaire est plutôt l'apanage de l'enfant, alors que le vitiligo non segmentaire est plutôt l'apanage de l'adulte, mais on peut voir ces deux pathologies aussi bien chez les enfants que chez les adultes. D'accord. Donc, pour le vitiligo segmentaire et non segmentaire, est-ce qu'il y a des bilans particuliers à demander chez ces patients? Très bien. Alors, pour le vitiligo non segmentaire, on fait un bilan des maladies auto-immunes associées. Donc, une NFS à la recherche d'une anémie de bière-mère, une glycémie à la recherche d'un diabète, les anticorps anti-thyroglobuline et les anticorps anti-peroxydase et le taux de TSH ultrasensible pour voir s'il n'y a pas de problème thyroïdien. Et on rajoute la vitamine D parce qu'un patient qui manque de vitamine D ne va pas pigmenter correctement. Donc, plus une échographie thyroïdienne, parce qu'il y a des cas surtout au Japon, mais on a, je pense, au Maroc, dans notre série, à Rabat, 3 cas de cancer de la thyroïde associés au vitiligo. Donc, on fait systématiquement une échographie thyroïdienne pour dépister donc les problèmes thyroïdiens, notamment ce cancer.
Quant au vitiligo segmentaire, nous avons démontré en 2023 qu'il était secondaire à une infection virale par le virus Zona varicelle. Et donc, en général, quand je reçois un patient qui a un vitiligo segmentaire, je fais une sérologie VZV pour être sûr qu'il y a du virus. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, je traite par un traitement antiviral, donc du valacyclovir ou de l'acyclovir suivant l'âge pendant 7 jours. Et bien sûr, il est très important de démarrer précocement un traitement, que ce soit pour un vitiligo segmentaire ou un non segmentaire, parce que ça va arrêter la progression de la maladie. D'accord. Donc, comment vous avez eu cette idée de rechercher l'implication de VZV dans le vitiligo segmentaire? Parce que quand on voit le mécanisme, on parlait d'un problème de migration des mélanocytes au niveau de la peau. Alors, au fait, avant, donc, pour le vitiligo segmentaire, il y avait plusieurs théories, mais aucune n'a jamais été démontrée. Et ce qui a attiré notre attention, à force de voir des vitiligo segmentaires, c'est que ça ressemblait, la localisation du vitiligo segmentaire ressemblait à celle du zona. Et il y avait des cas de zona survenant sur vitiligo segmentaire et des cas de vitiligo segmentaire survenant sur zona. Et donc, ça nous a interpellés. Donc, dans un premier temps, nous avons fait des biopsies cutanées pour les vitiligo segmentaires et tout de suite, nous avons été frappés parce qu'on trouvait des effets cytopathiques du virus. D'accord. Donc, on a trouvé des fusions nucléaires, des fusions cytoplasmiques, des cellules géantes, des cellules multinucléées. Et là, on s'est dit, il faudrait faire un immunomarquage avec des anticorps anti-VZV. On l'a fait en immunoperoxydase et on l'a fait en immunofluorescence. Et c'était positif. On a fait des sérologies VZV qui étaient aussi positives. Nous avons voulu publier, mais on ne nous a pas cru. Et c'est là où on a fait la PCR. Malheureusement, elle n'était positive que dans 20%. Et on a choisi des vitiligo segmentaires très récents. On les a biopsiés et on a fait une microscopie électronique. Et c'est là où on a découvert les virions matures du virus Zona varicelle. Donc, dans des laboratoires marocains. Donc, la microscopie électronique a été faite au Maroc. Malheureusement, non. Ça a été fait en France, à Bordeaux. Donc, on a fait une microscopie électronique. On a fait la biopsie sur des patients marocains, mais ça a été techniqué à Bordeaux, en France. D'accord. Donc, pour dire que c'est le VZV, il faut que le vitiligo segmentaire soit récent. Soit récent. D'apparition récente. Non, pas nécessairement. Au fait, le vitiligo segmentaire est dû probablement au virus Zona varicelle. Donc, on a des arguments cliniques, histologiques, immunohistochimiques, ultrastructuraux et même thérapeutiques. Donc, c'était ma thèse de PhD à ce propos. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc, nous avons vraiment des preuves. Là, c'est la première fois que nous avançons une hypothèse avec des preuves et de nombreuses preuves. Au fait, nous pensons que le virus Zona varicelle va emprunter les fibres sympathiques et non pas sensitives comme dans le zona. Et d'ailleurs, on avait trouvé au niveau histologique et même au niveau de la microscopie électronique des virions matures au niveau des fibres nerveuses. Donc, puisqu'il n'y a pas de douleur dans le vitiligo segmentaire, eh bien, nous pensons que ce sont les fibres sympathiques. On a même fait donc une coloration VIP et une autre le NEGF pour voir que ce sont plutôt des fibres sympathiques. Et donc, nous pensons que le virus va
le virus zona varicelle va se réactiver après une varicelle. Donc, à partir du ganglion, par exemple, si il pénètre là au niveau des ganglions sympathiques, eh bien, il va aller le long des vaisseaux, donc en périartériel sur la fibre sympathique. Il va provoquer il va bien sûr infester les mélanocytes. Il va induire sa dépigmentation et puis il va retourner au ganglion. D'accord. C'est pour ça qu'au fait, on a fait la microscopie électronique sur des vitiligo segmentaires très récents pour être sûr qu'on va le trouver. Parce que la PCR, on l'avait retrouvé positif que dans 20% des cas et c'était des cas récents. Donc, ça pour le vitiligo segmentaire. Pour les vitiligo non segmentaires, des fois, il peut poser un problème du diagnostic différentiel avec certaines pathologies. Est-ce qu'on fait systématiquement l'histologie ou il y a des cas où il faut faire l'histologie pour faire la part des choses? Au fait, le diagnostic de vitiligo est clinique. D'accord. Rarement, on a des diagnostics différentiels. C'est plutôt le vitiligo segmentaire qui peut se confondre parfois avec un nevus dépigmentosus. D'accord, parce que c'est pratiquement la même, les mêmes localisations quand c'est systématisé. Mais pour le vitiligo non segmentaire, effectivement, on a des critères aussi histologiques que nous avons décrits dans une étude déjà dans le British Journal of Dermatology en 2013. On avait retrouvé 2 sortes de vitiligo non segmentaires. Donc, les lésions hypochromiques à bord flou correspondaient à des vitiligo actifs et du point de vue histologique, eh bien, il y avait une spongiose, il y avait des tecs avec des mélanocytes entourés par des lymphocytes CD8 et on pouvait avoir ces tecs aussi bien au niveau épidermique et dermique avec une spongiose. Donc, avec un infiltrat inflammatoire. Alors que les lésions achromiques à bord net étaient caractérisées par la stabilité et par une perte des eukadérines, les fameuses eukadérines. On pouvait même avoir des images de mélanocytoragie, c'est-à-dire que le mélanocyte ne va plus être au niveau de la couche basale, mais il va partir pour être éliminé par voie transcornée et sans infiltrant inflammatoire. Et dans certains cas, nous avions l'association des 2 histologies. Donc, effectivement, quand vous avez un doute diagnostique, vous pouvez faire une biopsie cutanée. Vous demandez la coloration eukadérine, le HMB45 pour visualiser le mélanocyte et le CD8 pour montrer l'infiltrat des lymphocytes cytotoxiques. D'accord. Donc, ça, c'est pour faire le diagnostic clinique, histologique. Exactement. Et faire la différence entre les 2 types, tout ce qui est segmentaire avec l'implication de VZV et le non segmentaire. Passons à une autre partie de vitiligo, c'est son impact psychosocial. Est-ce qu'il y a toujours donc des croyances concernant cette pathologie, la stigmatisation en matière de notre population marocaine? Alors, au fait, effectivement, les patients sont assez impactés par le vitiligo. La preuve, c'est que jusqu'ici, je n'ai pas trouvé de patients pour pouvoir faire ou constituer une association marocaine du vitiligo. Personne ne veut qu'on sache qu'il a un vitiligo. C'est un gros problème. Bon, de toute façon, actuellement, alhamdoulilah, shukrillah, un vitiligo, on peut le repigmenter, on peut le stabiliser. Donc, les patients, quand ils voient les résultats, sont quand même beaucoup plus rassurés. Mais je ne te cache pas que quand c'est un vitiligo qui touche l'enfant, la famille est en panique complète. C'est difficile à vivre pour les familles et pour les patients, c'est sûr. D'accord. Donc, est-ce que vous proposez toujours pour ces patients une prise en charge psychologique et psychiatrique par un spécialiste? Alors, voilà, tout dépend de la qualité de vie. En général,
on ressent parfaitement la détresse des patients. Quand la qualité de vie est bonne, on peut largement s'en passer. Mais quand la qualité de vie est mauvaise, et parfois même je conseille aux parents de se prendre en charge, parce que l'anxiété des parents est telle que l'enfant va ressentir toute l'anxiété de ses parents. Familiale. Exactement. Donc, cela dépend. Mais en général, quand je reçois un patient, je lui demande, ou même si c'est un enfant, hein, je le vois en aparté et je demande est-ce qu'il y a un stress. Et très souvent, on trouve ce stress. Très souvent. Surtout s'il y a une atteinte des zones qui sont affichantes, notamment le visage ou les mains. Ça pose un problème plus que les zones cachées. C'est sûr que le patient va être stressé quand il aura des lésions au niveau des zones découvertes. Mais le vitiligo en lui-même est aggravé et causé probablement par le stress. Donc, je ne pense pas juste uniquement à comment le patient va vivre son vitiligo, mais je pense aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui déclenche ou pérennise les lésions de vitiligo? Et souvent, on trouve beaucoup de stress, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. En général, pour les enfants, c'est souvent un divorce des parents ou la séparation. Exactement, ou la séparation des parents, ou une nouvelle école, ou de nouveau, un nouvel environnement. Un changement d'environnement qui peut déclencher. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va passer à autre chose, c'est le traitement. Parce qu'il y a longtemps, les gens croyaient que le vitiligo ne se traite pas. Il n'est pas guérissable. D'accord, donc on aimerait bien savoir les différents traitements, leur efficacité. Très bien. Alors, jusqu'ici, un vitiligo n'est pas guérissable. Donc, nous ne guérissons pas le vitiligo, mais nous le réparons. Nous réparons les lésions. D'accord? Alors, pour le vitiligo segmentaire, je suis beaucoup plus optimiste. Pourquoi? Parce que au début, on peut donner un traitement médical et ça peut très bien marcher, surtout avec l'aciclovir ou le valacyclovir. Et puis, même quand le vitiligo segmentaire, au bout de 1 à 2 ans, va devenir stable, on peut faire des greffes de vitiligo. D'accord? Et ça marche très bien. On peut, enfin, j'ai des reculs pour des patients de 5-6 ans, ils n'ont absolument pas récidivé. Mais il y a un risque de récidive s'il y a un stress. Donc, le virus va réemprunter les mêmes voies. Exactement. Pour le vitiligo non segmentaire, eh bien, nous sommes moins optimistes que pour le vitiligo segmentaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même pathogénie. C'est influencé par le frottement et par le stress. Et donc, le problème, ce sont surtout les lésions acrales qui répondent mal au traitement. Normalement, nous proposons un traitement de 2 ans. D'accord. À base, donc, on commence toujours. Je préfère toujours arrêter la progression du vitiligo. Donc, on donne des mini-pulses de corticoïdes pendant au maximum 6 mois, pas plus. Puis, nous donnons obligatoirement des immunomodulateurs. Au Maroc, je ne prescris jamais de dermocorticoïdes car ils sont en vente libre et que j'ai peur que les patients en abusent. Et donc, je prescris toujours des inhibiteurs de la calcinurine, donc du tacrolimus ou du pimicrolimus, 2 fois par jour, sous occlusion avec du cellophane, après le soleil et le soir. Et bien sûr, la photothérapie est obligatoire car elle est immunomodulatrice. Elle va entraîner une apoptose des lymphocytes T cytotoxiques et c'est ce qu'on veut. Donc, on convoque le patient 3 mois plus tard pour voir est-ce qu'il y a une réponse ou pas. Si la réponse est bonne, c'est parfait. Si elle n'est pas bonne, eh bien, on continue parce qu'il y a des répondeurs lents.
Et donc, on voit chaque 3 mois les patients pour évaluer l'efficacité L'efficacité des du traitements. traitement. Mais on est parti pour 2 ans de traitement pour un vitiligo non segmentaire. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des biothérapies, notamment les anti-JAK actuellement? Alors, les anti-JAK dans le vitiligo sont très à la mode, que ce soit par voie locale ou par voie orale. Bien sûr, vu les effets secondaires des anti-JAK, qui sont quand même importants, les vitiligologues préfèrent les anti-JAK par voie locale. Le problème, c'est que ça n'existe pas au Maroc. Ça coûte très cher autre part. Ça ne peut être obtenu que sur ordonnance française ou américaine ou canadienne. Et donc, nous avons fait des études dans ce sens qui ne sont pas encore publiées. D'accord. Mais histologiquement, il semblerait que c'est la même chose que du tacrolimus. D'accord. Donc, il y a eu des études comparant les anti-JAK au tacrolimus du point de vue clinique. Alors, les anti-JAK vont repigmenter plus rapidement les zones découvertes. Mais il leur faut 1 an à 2 ans aussi. Donc, ce n'est pas un traitement qu'on va utiliser juste 3 mois ou 6 mois. D'ailleurs, pour dire qu'il y a un échec des anti-JAK par voie locale, il faut au maximum utiliser un tube de ruxolitinib par semaine pendant au moins 6 mois pour dire que ça ne marche pas. Alors, je vous laisse deviner quel est le coût. Le coût, je pense 20 000 le tube. Aux USA, c'est 2 300 $, mais en France, je pense que c'est de l'ordre de 800 €. Donc, c'est trop cher pour prendre un tube pour une semaine. Voilà, non, si le patient a les moyens, pourquoi pas. Moi, j'ai des patients qui ont beaucoup de moyens, qui l'utilisent uniquement au niveau des zones découvertes. D'accord, très bien. Et qu'en est-il des antioxydants, notamment le superoxyde dismutase? Alors, au fait, il y a eu des études dans ce sens-là, que ça soit le polypodium, le cotomose ou la superoxyde dismutase. Et effectivement, c'est un bon traitement adjuvant pour la repigmentation dans le vitiligo. D'accord. Et pour certains patients où le vitiligo, donc, il est stable, mais on n'a pas vraiment une amélioration avec le traitement, est-ce que vous proposez des camouflages? Alors, au fait, le camouflage, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que le camouflage soit trop couvrant. Parce que pour l'enlever, pour se démaquiller, il faut frotter. Et dans ce cas-là, on va avoir un problème de dépigmentation. Donc, je conseille plutôt les camouflages avec des laits autobronzants ou des gels autobronzants, tout en sachant qu'ils ne couvrent pas comme un vrai camouflage couvrant. Alors, le camouflage par autobronzant est compatible avec la photothérapie UVB, alors que le camouflage couvrant à 100% n'est pas compatible avec les UVB. D'accord, intéressant. Par contre, on peut, après au moins 1 an de stabilité, proposer une greffe. Une greffe. D'accord. Une greffe pour le vitiligo, donc ça marche. Mais si le patient frotte ou stresse, donc ça peut redépigmenter. Donc la greffe, s'il y a vraiment la teinte diffuse, c'est un peu difficile de faire la greffe. La teinte diffuse relève plutôt de la dépigmentation. D'accord. Donc s'il reste juste des îlots de peau saine, eh bien on préfère dépigmenter. Mais avec la dépigmentation, l'exposition solaire, il y a toujours ce problème. Le problème, c'est que la dépigmentation n'est jamais définitive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça sera la saison d'été, il va y avoir une stimulation des mélanocytes résiduels
et le patient va se retrouver avec des petites taches de repigmentation. C'est pour ça qu'on conseille, donc on n'est pas rentré dans le traitement des pigmentations, mais il fait appel soit au laser, Q-switché ou picoseconde, mais bon, moi j'utilise les Q-switchés ou de l'hydroquinone, donc à 20%, du monobenzène d'hydroquinone à 20%. Donc nous conseillons après chaque saison d'été de refaire des séances de laser. Donc, c'est des patients qui n'ont pas de mélanocytes, donc ils ne vont pas être photoprotégés. Exactement. Donc, la photoprotection... Alors, première des choses, la photoprotection doit être rigoureuse. Donc, on donne un écran. On donne aussi une photoprotection vestimentaire. C'est la plus importante. D'accord? Donc, ils ne doivent pas aller à la plage, ils ne doivent pas aller à la piscine, ça c'est certain. Et il faut qu'ils fassent très attention aussi aux médicaments et à l'alimentation photosensibilisante. بحال دابا الحريرة avec le crafas, le céleri est photosensibilisant. Donc on a eu plusieurs cas d'œdème de la face avec de l'érythème dû à des médicaments ou à une alimentation photosensibilisante. Donc il faut absolument sensibiliser les patients dans ce sens-là. Donc, ces patients qui ont été dépigmentés, si on veut dire, est-ce qu'il y a le risque de développer des cancers cutanés? Alors, les cancers cutanés dans le vitiligo sont plus rares que chez une personne qui n'a pas de vitiligo. Surtout le mélanome. Le vitiligo est une maladie protectrice. Subhanallah. Donc contre les cancers de peau. Mais naturellement, il faut faire attention. Donc on examine les patients dans ce sens-là, puisque le gold standard du traitement dans le vitiligo, c'est la photothérapie. D'accord. Donc c'est intéressant. J'ai une autre question avant de terminer. Donc pour ces patients-là, est-ce qu'il y a des mesures hygiéniques? Parce que des fois, les patients, quand elles viennent, elles posent la question, est-ce que je dois faire des restrictions alimentaires? Absolument pas. Il n'y a aucune restriction alimentaire, ce sont des légendes. Au fait, on leur dit, il ne faut pas manger tout ce qui est blanc, mais c'est complètement absurde. Non, ils mangent tout ce qu'ils veulent, il n'y a aucun souci. Merci, cher professeur, pour votre générosité de partage. Avec plaisir. Un dernier mot pour notre congrès. Eh bien, je souhaite à tous un très bon congrès et que la Société marocaine de dermatologie aille de plus en plus de l'avant et pourquoi pas nous aussi remporter le prix mondial. Oui, exactement. Les prix mondiaux, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci infiniment. Avec plaisir. Au prochain congrès, Inch'Allah. Merci.